Nous sommes en mai 1940, la bataille de France vient de se déclencher. Portant un œil attentif sur le développement et l'utilisation des blindés en Europe, les ingénieurs américains tirent la sonnette d'alarme. Les pays européens, notamment l'Allemagne, développent leurs armes blindées à très grande allure, et les véhicules dont dispose l'US Army ne seraient tout compte fait pas de taille à les affronter. Ainsi, dès la fin du mois de mai, l'Ordnance Corps entame la conception d'un char lourd de 50 tonnes. Ce projet, qui sera initialement désigné T1, se révélera être bien vite obsolète et dû constamment être modifié durant plusieurs années. Si ce qui était maintenant appelé M6 devait être produit à partir de décembre 1942, il n'en est rien. Les Américains s'étaient déjà rendu compte que conserver un seul type de char, le M4, était moins coûteux et surtout plus pratique à transporter qu'un char lourd. De plus, les tâches qui incombaient alors le M6 étaient déjà remplies par le M4 et les M10 GMC. La plateforme semblait condamnée à pourrir dans les cartons de l'Ordnance, et suite à cette expérience assez singulière, les programmes de chars lourds américains furent plus ou moins mis sous le tapis. Mais un événement fit ressurgir le programme de chars lourds américains. Le 18 juillet 1944, les troupes britanniques font face à un nouveau type de char, le Tigre II. Immédiatement après cette rencontre, les Américains seront informés de l'apparition d'un char dont leurs canons auront du mal à pénétrer le blindage frontal. Quelques jours plus tard, General Motors proposa de ressortir les M6 et d'y installer un canon de 105 mm, le T5E1, qui avait été développé dans le cadre du projet T28. Cela semblait être la meilleure solution, les châssis de M6 étant déjà prêts et les canons pouvant rapidement l'être. Le général-major Gladeon Barnes, le chef de la division technique du département de l'armement, exprima quelques doutes concernant un tel projet. Le M6 avait déjà des problèmes de mobilité avec ses 57 tonnes, donc le même véhicule mais pesant 77 tonnes, la question ne se pose même pas. Barnes proposa le 14 août une alternative plus pragmatique, le développement de deux chars lourds radicalement différents de ce qu'avaient fait les États-Unis, le T29 et le T30. Quelques jours après avoir soumis cette idée, le projet M6A2E1 fut stoppé, et le travail sur le T29 s'accéléra grandement. Pour accélérer tout ça, le programme M6A2E1 fut utilisé à bon escient. En effet, sa tourelle sera quelque peu retravaillée afin d'être utilisée sur le T29. Mais l'été 1944 marque aussi la préparation à la production de masse du T26, la dernière évolution de ce qui avait débuté en 1942 sous le nom de T20. Le T26, qui venait d'être reclassé en tant que char lourd, proposait une base radicalement différente des chars alors produits par les Américains. Le Tardec décida de ne pas jouer avec le feu et de simplement reprendre son châssis pour concevoir celui du T29 qui au final, on le verra, n'est pas si semblable que ça. Le développement sera extrêmement rapide, puisque le 14 septembre, le comité de l'armement autorisa la production de deux prototypes du Heavy Tank T29 ainsi que de deux prototypes du Heavy Tank T30 armés d'un 155 mm. Gardez en tête que ces véhicules avaient été mentionnés pour la première fois le 14 août. Les Américains étaient très contents de cette rapidité et avaient de quoi l'être, le plus gros canon sur le terrain étant alors le 90 mm M3 sur les quelques T26E3 arrivés en Europe ainsi que sur les M36 GMC. S'ils n'avaient pas de problème contre les Panthères, affronter les Tigres II était une autre paire de manches. En attendant l'arrivée du T29 et du T30, les Américains développèrent une solution temporaire, le T26E4. Armé de canons de 90 mm T15E1 et T15E2 bien plus efficaces, les deux pilotes produits avaient été conçus pour répondre au canon de 88 KWK-43. Avec ses obus de plus d'1 mètre de long, ce canon de 90 pouvait plus ou moins affronter en général tous les chars allemands sans trop de soucis. Le 1er mars 1945, le comité de l'armement accepta sur le papier une production de 1200 T29 par l'usine Press-Silkar, l'une des usines principales de production de chars du pays. Pourtant, le programme du T29 prit un certain tournant en avril 1945. Le nombre de véhicules à produire fut réduit à 1152 et 4 T29 expérimentaux furent commandés, dont un équipé d'un canon de 120 mm et dont l'histoire du Heavy Tank T34 débute avec lui. Cette réduction de la production n'était qu'un signe avant-coureur de ce qui allait arriver au T29. Lors de la fin de la guerre en Europe en mai et au Japon en août, le besoin d'un char lourd produit en masse pour contrer le Tigre II n'existait tout simplement plus. Donc, le 23 août 1945, les plans furent là encore radicalement changés. Des 1152 véhicules à produire, seulement 2 l'auront été, dont l'un n'a même pas été terminé. Suite à cela, toutes les affaires concernant les chars lourds seront transférées à l'arsenal de Détroit. De la même manière que les soviétiques dont la production de l'IS-4 aurait typiquement pu commencer en 1945, le programme du T-29 sera fortement ralenti, ainsi que des chars en général, dont les développements ne reprendront vraiment qu'en 1948 avec le M46 Patton. Les conclusions tirées avec le M6A2E1 menèrent les Américains à redévelopper la tourelle et, combiné au ralentissement du développement des blindés, mènera à plusieurs années d'attente. En effet, en juillet 1947, le comité de l'armement réduit la commande pour l'arsenal de Détroit de 10 à 8 chars. Mais cela ne changeait rien au fait qu'entre-temps, aucun char n'avait été produit par Détroit. Maintenant, parlons un petit peu des caractéristiques plus techniques. Comme le T-29 était basé sur le T-26, le poids était somme toute assez faible pour un char de cette ampleur, seulement 64 tonnes. Dites-vous que ça, et ça,
n'ont que 7 tonnes de différence. Les années utilisées afin de raffiner la tourelle n'auront pas été gâchées. Avec un minimum de 203 mm de blindage et flirtant parfois avec les 300 mm d'acier, le masque de canon du T-29 était absolument colossal. Si la protection de la tourelle peut faire rêver, il n'en est pas de la même pour la caisse. Si un tel blindage est conséquent pour un char moyen comme le M26, le T-29 était tout sauf moyen, et malgré l'inclinaison supérieure du blindage du T-29, il en reste assez décevant pour un véhicule de 65 tonnes. Contrairement au M6A2E1, le canon avait tout d'abord été installé sans frein de bouche, assez étrange considérant qu'ils ont vite regretté de ne pas en avoir un sur le M6 et en ont rapidement installé un. Il était aussi doté de deux mitrailleuses de 12,7 en coaxial, contrairement à la 762 du M6. Évidemment, une telle masse nécessite un nouveau moteur. Et Ford ressortira le moteur GAC, un V12 de 770 chevaux, sortant au final plus de chevaux que son équivalent allemand. Il roulait aussi sur les mêmes chenilles que les M26 de cette époque, les chenilles T80E1, qui n'avaient originellement aucune extension. Les premiers T-29 de la série de D3 seront construits à l'automne 1947, avec aucune différence majeure par rapport aux pilotes produits par Press Steel Car. C'est avec ces versions qu'on retrouvera notamment l'installation des chenilles T80E3 plus larges d'une dizaine de centimètres grâce aux extensions. Le véhicule numéro 7 sera envoyé à Fort Knox en juin 48 pour y subir des essais, où il affrontera le M26 et le T30. Ces essais durèrent jusqu'en 1949. Preuve du manque d'intérêt pour le projet, et n'avait pas grand intérêt puisque, comme on l'a vu, les États-Unis n'avaient pas beaucoup d'espoir envers un tel véhicule qui n'a aucune perspective d'évolution. La plupart des T-29 étaient envoyés au terrain d'Aberdeen, comme en octobre 1947, mais où il ne resta pas longtemps. Au fil du temps, les Américains se mirent à chercher une alternative au moteur Ford qui, s'il n'était pas mauvais, restait perfectible. Ainsi, l'option la plus rapidement considérée fut le moteur Allison V1710 qu'on retrouvera principalement durant la guerre sur des chasseurs américains, comme le Lightning ou le Era Cobra. Cette version aérienne amènera à la création du V1710 E32 de 870 chevaux. Le moteur, plus long, nécessitait encore un rallongement du T-29 qui reçut alors la désignation de T-29E1 et passa des essais, mais les Américains n'étaient pas vraiment convaincus. Ils souhaitaient la conception d'un moteur spécial pour ce char. Un autre modèle du T-29 fut développé, le T-29E2 dont le canon T5E1 fut remplacé par le T5E2, la différence la plus notable étant l'ajout d'un frein de bouche. Les T-29 numéro 3, 4, 5, 6 et 7 seront convertis au standard T29E2 en même temps, sauf ce dernier qui ne le sera que plus tard. Les numéros 3, 4 et 6 seront alors testés intensivement au terrain d'Aberdeen entre octobre 47 et 49, où chaque véhicule roulera sur plusieurs milliers de kilomètres. Évidemment, durant ces milliers de kilomètres, il aurait fallu un miracle pour que tout se passe comme prévu. Par exemple, le numéro 3, arrivé en mai 48, devra se faire réparer sa transmission après 230 km en juillet de la même année. Puis après 750 km en août, de très gros problèmes avec le moteur et la transmission menèrent les Américains à interrompre les essais pour un mois et demi. Ça va devenir un running gag, mais le moteur a lâché ainsi que des bouts de la transmission après 300 km en octobre. Mais c'est pas fini. Le numéro 4, qui était censé recevoir une transmission à son arrivée à Aberdeen, resta un mois et demi sans tourner. En octobre, après 600 km, le moteur dut être remplacé. 230 km avec un nouveau moteur plus tard, le système de refroidissement lâcha avant de recasser son moteur après 300 km. Bon, au final, les Américains devaient sûrement en avoir marre et installèrent une nouvelle version de la transmission en janvier 49. Là, vous allez me dire, ça va, le numéro 6 n'a pas encore eu de problème. Eh bien, j'aimerais être aussi optimiste que vous, car lui, il avait des problèmes à tourner. Et bon, le moteur s'est aussi cassé une fois. Les Américains, agacés par ces petits soucis de moteur qui lâchent après 300 km, décidèrent de tester un moteur Continental AV1790-1 sur le T30. Il avait lui aussi des problèmes, mais pas autant que l'ancien, et était surtout plus puissant. Le 8ème et dernier exemplaire de la série sera utilisé comme banc d'essai pour de nouvelles optiques. Alors désigné T29E3, c'est lui qui diffère le plus de ses congénères par la présence d'un télémètre stéréoscopique, ce sont ses petites oreilles sur la tourelle. Les Américains y testèrent aussi de nouveaux viseurs télescopiques et panoramiques. Si ce dernier ne sera pas autant testé que les numéros 3, 4 et 6, le numéro 8 n'offra pas vraiment d'excellents résultats, notamment par rapport au télémètre. Après ces tests, le T29E3 et un T29 seront envoyés à Fort Knox, et par chance, ce sont ces deux derniers qui sont aujourd'hui encore en vie à Fort Benning. En conclusion, le T29 était un projet plus ou moins mort-né, avec un châssis peu blindé, une mobilité insatisfaisante, un moteur et une transmission dont la fiabilité n'a rien à envier à certains chars allemands, le char aurait souffert des mêmes problèmes que la plupart des chars lourds développés à la fin de la guerre. Au final, ce véhicule n'aurait même pas pu répondre à la menace soviétique, contrairement au M103 qui présentait un vrai intérêt, ce que le T29 avait perdu en 1945.